Et justement, Georges Malbruno, lorsqu'on parle de l'administration américaine, on peut noter parfois peut-être de l'administration Obama, comment dire, une certaine cacophonie, parce que j'ai l'impression que le discours qui tient Hillary Clinton et celui qui tient Barack Obama n'est pas tout à fait les mêmes toujours. Oui, peut-être notamment sur la question iranienne, qui est sans doute la question essentielle, en tout cas la plus brûlante aujourd'hui. Peut percevoir une différence de ton entre le discours de Barack Obama, la volonté d'engagement, d'ouvrir un dialogue avec l'Iran, et c'était clair avant l'élection présidentielle du 12 juin, les Américains d'ailleurs pariaient sur une victoire avec beaucoup de réalisme de Mahmoud Ahmadinejad, une victoire à la régulière, et misait beaucoup plus sur le guide qui est le personnage central, Ali Khamenei, pour ouvrir un canal de discussion. Bon, la victoire truquée d'Ahmadinejad a modifié cette donne et favorisé en quelque sorte le camp des durs, peut-être incarné par Hillary Clinton et d'autres qui considèrent que la main tendue à l'Iran n'a pas pour l'instant porté ses fruits. Mais je crois quand même qu'on est peut-être sur ce dossier iranien qui quand même est une fois encore le plus brûlant. Est-elle liée à la question israélo-palestinienne aussi, ces conflits-là? Non, elle est liée évidemment, puisque tout est lié. Évidemment, si Américains et Iraniens, si on accorde à l'Iran le droit d'être une puissance régionale reconnue, etc., il est évident que l'Iran exercera des pressions sur le Hamas, sur le Hezbollah, etc. Mais ça n'est pas lié, je dirais, d'une manière. Le chemin de Jérusalem ne passe pas par Téhéran, comme on disait en 2003 avec l'Irak. Donc, je crois qu'il y a encore de la part d'Obama il ne faut pas sous-estimer la volonté de négocier avec l'Iran, parce que tout simplement, c'est une carte qu'il a mise sur la table, et c'est une carte pour lui qui est maîtresse. Et de la part des Iraniens aussi, en tout cas de certains au pouvoir à Téhéran, la seule façon sans doute de sortir aujourd'hui des problèmes qui sont les leurs, notamment du président de la République, eh bien, c'est sans doute d'essayer de conclure un accord avec l'ennemi américain, qui est d'ailleurs un ennemi virtuel. Lorsque vous allez en Iran, je crois qu'avec la société israélienne, la société iranienne est la plus pro-américaine du Moyen-Orient, c'est évident. Donc, tout autant extrémiste qu'il est, Ahmadinejad sait très bien que s'il signe un accord avec les États-Unis, eh bien, il aura 80% des Iraniens derrière lui, ce qui est peut-être important compte tenu de la précarité de la situation qui est la sienne depuis le mois de juin. Mais en même temps, depuis 2003, depuis l'intervention américano-britannique en Irak aussi, on a l'impression aussi que les régimes sunnites arabes se sont affaiblis au profit justement des chiites iraniens. Et il y a un lien au bout du monde aussi entre les chiites iraniens et les Hamas par exemple. Donc il y a un rôle quand même important entre les deux choses. Il est évident que la politique américaine en Irak a fait le jeu des Iraniens. En intervenant en Irak, les États-Unis ont offert 50% de l'Irak à l'Iran, qui a peu à peu mobilisé une capacité de nuisance qu'il espère que les Iraniens comptent utiliser dans le cadre de négociations. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, vous avez un monde moyen-oriental qui est à la fois, quand on parle du Golfe, des pouvoirs sunnites, des régimes qui sont à la fois effrayés par l'Iran, inquiets de la puissance nucléaire iranienne, qui n'ont pas envie d'avoir une frappe israélienne ou américaine sur l'Iran, mais qui aimerait bien quand même que cette velléité expansionniste de l'Iran soit arrêtée. Donc il y a une ambiguïté assez forte, d'où d'ailleurs, on l'a constaté aussi, ça a été un des effets, un rapprochement non dit, tacite, secret, entre des régimes arabes sunnites du Golfe et Israël par rapport à cette menace iranienne. On l'a vu, le fameux croissant chiite menace autant les régimes arabes sunnites qu'Israël. Et d'ailleurs, justement, on voit justement à travers ce que vous racontez que les choses sont tout à fait complexes et compliquées. Mais en même temps, je reviens un peu à la victoire de Barack Obama. On s'était réunis le 5 novembre, nous et Dominique Moïsi, et vous parliez d'espoir. Est-ce que vous croyez justement concernant
Ces Proche-Orient, après on va revenir sur les fonds du sujet, à cet espoir-là, au moins pour les Proche-Orient, et puis pour la paix éventuelle entre Israéliens et Palestiniens. Et au-delà, entre Israël et les pays arabes. Non. Non, hélas. Lorsque nous étions réunis il y a un peu plus d'1 an, je n'avais pas caché ma joie profonde à la victoire de Barack Obama. Aujourd'hui, quand je vois le titre du livre d'Elie Barnavi, aujourd'hui ou peut-être jamais, eh bien je suis inquiet. Parce que je partage totalement le fond de son analyse, mais je suis un peu plus pessimiste que lui. Et donc, comme lui, je ne vois pas d'alternative à l'Amérique. Elle est, au Moyen-Orient plus qu'ailleurs, la superpuissance par défaut. Il n'y a pas de puissance régionale, qu'il s'agisse de l'Égypte ou de l'Arabie Saoudite, qui ait la capacité ou la volonté de jouer un rôle d'intermédiaire. L'Europe, surtout depuis qu'elle est incarnée par les personnalités charismatiques que nous avons choisies il y a quelques jours, s'est presque retirée du jeu de l'histoire. Donc il n'y a pas d'alternative à l'Amérique, mais l'Amérique est-elle encore aujourd'hui une alternative? Alors je crois qu'il est trop tôt pour porter un jugement sur Barack Obama, et trop tôt pour être déçu par lui. Mais il n'est pas trop tôt pour s'interroger sur les cartes réelles de l'Amérique aujourd'hui sur ce dossier. Au fond, il y a eu une épreuve de volonté politique, je serais tenté de dire de poker menteur, quand je vois un des deux acteurs, le Premier ministre d'Israël, et le plus faible sur le papier me semble l'avoir emporté sur le plus fort, pour une raison que Elie Barnavi a mentionnée, largement la réforme du système de santé. Au fond, Netanyahou pouvait très bien regarder Obama dans les yeux et lui dire si tu tiens à ce que ta réforme de santé soit passée, eh bien tu dois mettre un peu d'eau dans ton vin me demandant le gel des colonisations. Et alors le résultat, c'est qu'il y a aujourd'hui d'abord un malaise dans la région et auprès des alliés de l'Amérique. Il y a d'un côté les discours, celui du Caire était admirable, celui d'Istanbul était important, mais ces discours semblent aujourd'hui détachés de la réalité de la diplomatie américaine. Et donc il y a le risque d'une frustration plus grande encore. Et quand je dis aujourd'hui ou jamais, Pardon, quelle frustration? Vous parlez de la frustration des États arabes, de la nation arabe, des peuples arabes? Mais je dirais qu'il y a une frustration entre guillemets de la rue, et pas seulement une frustration au niveau des gouvernants. Il y a l'idée, au fond, plus ça change, plus c'est la même chose. Et ce qui me paraît grave, et c'est là où je suis inquiet, et je pense que Elie Barnavi, à certains égards, comprend ce que je veux dire, c'est que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la solution de 2 États. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ou jamais, si ça n'est pas aujourd'hui, ça risque de ne pas être demain. Et c'est pour ça que les mois perdus ne sont pas neutres. Au fond, le temps joue contre une solution politique, et plus les mois passent, plus la résignation à la non-solution
et plus la résignation à faire baser le statu quo sur l'existence d'un pur rapport de force militaire devient grande. Et je ne suis pas sûr qu'à long terme, ce soit une bonne chose pour les partis. Donc voilà, c'est ça qui... Je comprends que c'est difficile, je comprends qu'il est nécessaire d'être patient, mais le temps n'est pas galant homme, et le temps ne joue pas en faveur de la paix.